depuis que nous sommes ici. Alors, restez avec nous. Claude Koudou, vous représentez donc le camp de Laurent Gbagbo. Quelle analyse faites-vous de ce qu'on vient d'entendre? Rapidement, je voudrais déjà vous remercier de nous offrir cet espace-là pour pouvoir expliquer, parce qu'il faut que tout le monde comprenne bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voudrais rapidement dire que concernant les sanctions que la communauté internationale... Si vous permettez, c'est un débat sur le rôle de l'ONU. Oui, sur le rôle de l'ONU. Je vais y venir, mais vous permettez quand même que je dise un certain nombre de choses. La Côte d'Ivoire n'est pas une multinationale, monsieur, où on a besoin de choisir un directeur général et où les membres du conseil d'administration sont à travers les chancelleries dans le monde. Alors, une fois dit cela, l'ONU, la Côte d'Ivoire en a besoin, effectivement. Mais quand l'ONU arrive, il faut que l'ONU puisse travailler sur des éléments objectifs. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a, naturellement, il y a des tensions sur le terrain. Moi, j'en viens. Mais la réalité, c'est qu'il y a une amplification. On a comme l'impression qu'on est en train de manipuler pour justifier une intervention de l'ONU. Et les Ivoiriens ne provoqueront pas les casques bleus. Qui sont ces enfants dont on vient de parler? Qui a tiré sur les bâtiments de l'ONU? Voilà. Alors, à ce propos, je voudrais quand même dire attention à la manipulation. Et il ne faudrait pas, justement, comme ça a été fait par le passé, que les gens d'en face attaquent l'ONU pour que ça serve de prétexte pour l'intervention de l'ONU. Alors, il faut que les choses soient claires, parce que quand on nous dit, il y en a qui nous appellent, mais des gens qui ne sont pas identifiés, n'importe qui peut appeler, il faut vraiment faire attention à la manipulation. Les gens d'en face, c'est M. Tchétché. Est-ce que c'est vous qui provoquez l'ONU? Non, quelle raison avons-nous pour provoquer l'ONU? Puisque l'ONU est en Côte d'Ivoire par la volonté des acteurs politiques ivoiriens qui ont souhaité que l'ONU vienne pour assister. Donc l'ONU, en tant qu'assistant, pour séparer les belligérants et maintenir la paix, nous n'avons aucun intérêt, puisque nous sommes vainqueurs de ces élections-là. Alors, donc, si vous permettez, M. Koudou ne connaît pas la Côte d'Ivoire. M. Koudou, vous ne connaissez pas mieux la Côte d'Ivoire. M. Koudou, vous ne connaissez pas mieux la Côte d'Ivoire que moi. Vous le savez très bien. Donc, ne dites pas, ne polémiquez pas inutilement. Et je répondrai. Et donc, l'ONU qui est en Côte d'Ivoire, elle est là pour sécuriser les Ivoiriens, d'une part, et d'autre part, protéger les civils. Donc nous, en tant que vainqueurs de ces élections, à 54%, nous n'avons aucun intérêt, je dis bien aucun intérêt, à provoquer l'ONU. Mais seulement, on ne refait pas les élections. On ne refait pas les élections. Attendez, laissez-moi parler si vous voulez bien. On a vu tout à l'heure ces images extrêmement fortes de civils dans le quartier de Koumassi qui craignaient pour leur vie. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que ces craintes sont fondées? Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que l'ONU fait suffisamment pour protéger ces civils qui ont peur? Moi, je vais y répondre. Allez-y, l'un après l'autre. Sur la question, il faut dire que l'ONU ne peut venir après qu'en recours. Parce que les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire travaillent bien pour assurer la sécurité des Ivoiriens. Et par rapport à ça, ben vraiment, tout le peuple est au courant de ce travail que fait. Alors, quand on nous parle de gens qui appellent et qui ont peur, mais c'est l'ONU qui crée la peur. C'est l'ONU, justement, qui doit garantir la paix, qui crée cette peur-là. Et ce que nous voudrions, c'est que l'ONU puisse véritablement aider les Ivoiriens, mais en travaillant sur des éléments objectifs. Monsieur Tchétché. Non, l'ONU ne crée pas la peur. Parce que, avant de venir sur votre plateau, j'ai eu Abidjan. Et quand je dis j'ai eu Abidjan, j'ai eu des gens proches de la présidence. Du président sortant. Vous parlez de quel président? Du président sortant. Non, si vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. Donc, permettez que je dise un mot. M. Charles Blé Goudé est en train de remobiliser ses troupes pour faire un assaut sous l'hôtel du Golfe où réside le président démocratiquement élu par la Côte d'Ivoire. Si vous permettez, moi j'ai mes sources d'informations. Et ce que je dis, j'assume. Oui, je m'appelle Tchétché, j'assume ce que je dis. Non. Un assaut, dites-vous, contre l'hôtel où se trouve Alassane Ouattara, qui est protégé par l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez de l'ONU dans ce cas-là? Non, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils nous disent, on va venir à main nue. Mais à main nue,
On sait qu'à l'intérieur, il y a des mercenaires libériens. Il y a des mercenaires. Et donc, ils souhaitent une confrontation, créer les conditions pour que peut-être l'ONU sorte de son rôle, de sa mission de protectrice des populations pour dire, voici, nous sommes des martyrs. Attendez, Antoine Glaser. Non, ça ne peut pas être un débat de personnes. Antoine Glaser est avec nous. Ne dites pas des choses que vous ne savez pas, parce que je le sais. S'il vous plaît. Oui, non. Antoine Glaser, quelle est votre... Messieurs, s'il vous plaît. Allez-y. Ça ne peut pas être un débat de Antoine Glaser. Oui. Bon, sur les Nations Unies sont venus en Côte d'Ivoire à la demande des deux parties. Ça, on est bien d'accord. Deuxièmement, tout le monde était d'accord au départ pour que ça soit eux qui certifient les élections. Ce sont les élections les plus chères du monde, 300 millions d'euros. Donc c'est pour ça que c'est des élections qui ont été attendues pendant, Laurent Gbagbo est resté 5 ans de plus au pouvoir, de 2005 jusqu'à 2010. Il y a eu ces élections. Ces élections, il a demandé. Je veux dire, c'est vrai que c'est lui qui a préparé ces élections. Les Nations Unies sont dans une position qu'ils ont apparemment, à partir de leur... apparemment, ils ont un chapitre 7 qui leur intime finalement, qui leur permet de protéger aussi les populations. Mais il faut savoir, parce qu'il y a des réalités de terrain qu'il faut connaître à Abidjan, que les casques bleus qui sont à Abidjan, la force de réaction rapide de ces casques bleus, ce sont les 950 soldats français. Et toute la difficulté, elle est aussi, et le danger actuellement à Abidjan, c'est aussi cette espèce de rapport qu'il faut expliquer quand même aux gens. Ça veut dire, les troupes françaises répondent à Paris, mais sont sous mandat des Nations Unies. Ils travaillent sous ce qu'on appelle les forces impartiales. Et c'est vrai que le danger actuellement, ce qui a été dit d'ailleurs sur l'hôtel du Golfe ou ailleurs, ce sont toutes formes de provocations. Et laissez-moi parler. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas, monsieur Glaser. La réalité, on doit laisser parler l'autre. Vous pourrez répondre. Laissez-moi parler. Donc, à un certain moment donné, vous direz ce que vous pensez. Moi, je vous dis, en tant qu'analyste, je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas ivoirien. Monsieur Koudou, s'il vous plaît. Je ne suis pas ivoirien. Mais je vous dis, voilà, comment les choses se passent. Il y a 950 soldats français, vous êtes bien d'accord. Comment vous croyez que ça se passe? Il y a 10 000 soldats des casques bleus. Et c'est vrai que la réalité actuellement, qui est très dangereuse, c'est que les casques bleus, je veux dire, c'est une affaire. L'affaire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'affaire des Ivoiriens. Très bien. Deuxièmement, c'est l'affaire des Africains. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les ambassadeurs du Nigeria ont quitté la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas oublier que la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, le président, c'est Jonathan Goodluck, le président du Nigeria, qui est la seule puissance régionale capable d'intervenir militairement dans toute la région, qu'ils ont le soutien en même temps des Américains, et donc ça rend la situation aussi, ça devient un enjeu aussi géostratégique, et les Nations Unies actuellement sont en situation difficile, parce que si elles sortent dans leur rôle, c'est-à-dire c'est pas leur rôle non plus de s'affronter avec les forces militaires de Laurent Gbagbo. Monsieur Amadoune Touré à Abidjan, porte-parole de l'ONU, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, parfaitement. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a une menace d'offensive menée par Charles Blé Goudet sur l'hôtel du Golfe? Et dans ce cas-là, que feriez-vous, que feraient vos casques bleus? Oui, si vous permettez une phrase, l'ONU ne crée pas la peur. Les éléments que vous avez diffusés n'ont pas été présentés par l'ONU, n'ont pas été filmés par l'ONU, n'ont pas été filmés par l'ONUCI. Maintenant, les menaces de Charles Blé Goudet, j'espère que elles ne seront pas mises en exécution. Ce que je voudrais dire, nous ne voulons pas de confrontation, mais nous avons une force suffisamment outillée pour faire face aux attaques. Parce que nous avons le chapitre 7, et l'un des aspects du chapitre 7, c'est de permettre la riposte. Comme nous l'avons fait samedi matin, il y a une force suffisamment outillée à l'hôtel Golfe pour protéger l'hôtel. Mais nous ne voulons pas attaquer. Mais naturellement, notre mandat nous permet de riposter, et les soldats connaissent très bien les règles d'engagement dans ce domaine. Alors, vous restez avec nous. On va s'interrompre un instant pour le rappel des titres. Et puis, on reparlera de Charles Blé Goudet parce que son nom a été prononcé aujourd'hui sur France 24 par le procureur auprès de la Cour pénale internationale. Et c'est probablement pas un hasard. On en parle juste après les infos.